Ce programme vous est offert par Illico Cash. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, le nombre de morts a été revu à la hausse. 129 personnes ont perdu la vie. C'est le bilan officiel provisoire dressé par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur à l'issue de la réunion des crises avec les responsables des services de défense et de sécurité. Je n'ai pas de veto ici. Dans le monde, le dialogue interreligieux et la coopération régionale, le pape François est arrivé à Jakarta, en Indonésie, ce mardi. C'est dans le cadre de sa visite de 12 jours en Asie et au Pacifique. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Contrairement à ce qui a été annoncé aux premières heures de ce lundi concernant le nombre des décès suite à la tentative d'évasion au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, 129 personnes ont perdu la vie et non 2. C'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui a donné le bilan officiel provisoire à l'issue de la réunion de crise avec les responsables des services de défense et de sécurité. Suivez. Ce lundi 2 septembre 2024, aux alentours de 2 heures du matin, une tentative d'évasion massive à la prison centrale de Makala a débouché sur des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Informé de cette situation, j'ai, sur instruction de la haute hiérarchie, convoqué une réunion de crise avec les responsables des services de défense et de sécurité. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. Les enquêtes se poursuivent et l'opinion sera informée de la suite. Autre chose, deuxième et dernière journée du Forum économique RDC-Chine, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, a captivé l'audience avec une présentation de 20 minutes devant le patronat chinois. Il a d'abord mis en lumière le potentiel hydroélectrique de la RDC, soulignant une capacité impressionnante de 100 000 MW, principalement alimentée par le bassin du fleuve Congo. Après avoir mis en lumière le potentiel hydroélectrique de la RDC, Teddy Luamba a également évoqué d'autres sources d'énergie susceptibles d'intéresser les investisseurs chinois, les photovoltaïques bénéficiant d'un excellent taux d'ensoleillement, la biomasse couvrant 94% du territoire, ainsi que les énergies thermiques, géothermiques, éoliennes et nucléaires. Le ministre congolais des Ressources hydrauliques et de l'électricité a précisé par ailleurs que la demande actuelle en électricité s'élève à 5 250 MW, tandis que l'offre globale est de 2100 MW sur une capacité installée de 2800 MW. Il a aussi souligné les opportunités dans les secteurs miniers où les déficits en électricité est estimé à 2500 MW. Et j'estime que c'est une opportunité d'affaires très importante parce que le client est l'off-taker existe. C'est-à-dire que si nous mettons de l'énergie tout de suite, le consommateur existe, il a son potentiel de consommation actuel. Au cours de ces forums Chine-RDC, Teddy Luamba, aux côtés de ses collègues, a évoqué le potentiel hydraulique de la RDC, indiquant que les pays possèdent plus de la moitié des eaux douces d'Afrique et 6% des eaux douces mondiales. Après ces assises, le ministre congolais des Ressources hydrauliques et de l'électricité promet des retombées significatives auprès de la population. Qui va investir pour développer 600 MW photovoltaïques pour renforcer non seulement la capacité minière, mais aussi pour la population de cette électricité. Venez investir en RDC, le besoin est là, le potentiel est là. Le gouvernement congolais est là pour mieux vous accompagner. Nous sommes partenaires. C'est en ce mot que le ministre Teddy Luamba conclut son intervention de 20 minutes devant
les patronats chinois. Et profitons de son séjour au Nord Kivu, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a été reçue par l'évêque de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, avec qui elle a échangé sur un partenariat entre son ministère et l'orphelinat Don Bosco dans les prochains jours. Ces échanges s'inscrivent dans la vision de l'accompagnement de l'Église catholique aux actions du ministère des Affaires sociales. Dans le cadre d'un partenariat qui sera conclu entre l'orphelinat Don Bosco et le ministère des Affaires sociales dans la prise en charge des enfants victimes de la guerre et leur scolarisation, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, accompagnée de la députée nationale Magui Rwakabouba, élue de Rutshuru, a été reçue par Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Goma, auprès de qui elle a reçu la bénédiction et la promesse d'être accompagnée. J'ai beaucoup aimé de voir son souci qu'il a de pouvoir venir en aide aux enfants orphelins des militaires qui sont morts sur le champ de bataille, dont les parents ont versé leur sang pour ce pays. Il est important que ces jeunes-là qui sentent que le pays les aime, et le pays les considère, le pays veut les aider à devenir quelqu'un dans leur vie parce que leurs pères ont vraiment versé leur sang. Direction Don Bosco. Après avoir palpé les réalités de l'orphelinat, Aziza Mounana a remis un lot important des vivres et non-vivres pour une période de 3 mois. Ces gestes n'ont pas laissé indifférent l'élu de Rutshuru. Moi j'ai beaucoup aimé parce que je vois que c'est une femme de terrain. Aujourd'hui on a fait quasi 3 activités. L'orphelinat, ici au Don Bosco, et puis elle pose des actes. C'est ça qui est bien. Elle pose des actes. Là où elle a fait des promesses, par exemple ici à l'école Don Bosco, elle avait promis d'accompagner les prêtres. Voilà, donc l'orphelinat a pu avoir un stock de nourriture et ça fait quand même chaud au cœur. Pour le père Kizito, responsable du centre Gangui de Don Bosco, Aziza Mounana a su imprimer en quelques mois la volonté du chef de l'État Félix Tshisekedi dans la recherche de l'amélioration du social, ce qui justifie son abnégation dans la quête du bien-être social tel que voulu par le gouvernement souminois. Cadre du parti FIDEC, chère Afifi Masuka Saini, la présidente du cercle des entrepreneurs en action, Yvette Angoussi Zanga, a remis des kits scolaires aux enfants de la circonscription de Funa, un geste très bien accueilli en cette période des rentrées scolaires. À la veille de la rentrée scolaire année 2024-2025, ils étaient près de 2000 habitants représentant la circonscription de la Funa qui ont répondu présents à l'appel de la présidente des cercles des entrepreneurs en action et aussi secrétaire générale adjointe du parti FIDEC, parti cher de son excellence Fifi Masuka Saini. Je cite Madame Yvette Angoussi Zanga, qui a toujours été la femme sur les traces du changement, dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans le secteur de l'éducation, gratuité de l'enseignement, a voulu partager le peu qu'elle avait avec sa base. Elle a distribué gratuitement personnellement des kits scolaires à tout le monde, même les passants, avec un grand et bon cœur. Tout le monde était satisfait et très content. Ces dames n'ont pas voulu cacher leur joie. Madame Yvette Angoussi Zanga s'est exprimée en ces termes. Nous avons participé à cela parce que tout simplement, nous suivons l'exemple. Notre exemple, c'est le président de la République qui a déjà instauré la gratuité de l'enseignement et avec les faibles moyens, on a assisté quelques 2000 personnes avec les kits scolaires pour permettre aux enfants de bien commencer la rentrée scolaire de manière à ce qu'ils étudient dans de bonnes conditions. Chers parents, il n'y a pas un moyen de témoignage d'amour qui est plus fort que d'éduquer son enfant. Éduquer son enfant, c'est lui donner la vie. L'éducation est la base de tout.
Voilà un exemple à suivre. Le gouverneur Marmon Banza a reçu la délégation de la société MMR basée à Malembankoulou dans la province du Olomami. Les investisseurs ont évalué les processus de leur cahier de charges portant sur l'agriculture avant de présenter les civilités au gouverneur pour son élévation à la tête de cette province. C'est une délégation de la société Mining Mineral Resources MMR en sigle, basée dans les Olomami, plus précisément à Malembankoulou, venue présenter les civilités et féliciter le premier citoyen, honorable Banza Mouloumé Marmo, pour son élection à la tête de la province du Olomami. Ils ont profité par la même occasion d'évaluer les processus de leur cahier des charges et présenter au gouverneur de province les projets agricoles qu'ils comptent mettre au profit de la province du Olomami, tel que stipule les codes miniers congolais. Nous avons été invités par l'autorité et nous avons profité pour présenter nos civilités. C'est la première fois que nous rencontrons son Excellence, Monsieur le gouverneur, depuis qu'il a été installé comme gouverneur. Mais c'était aussi l'occasion de passer en revue les différentes activités des MMR, que ce soit sur le plan de la production minière, mais beaucoup plus aussi faire un état des lieux pour la réalisation des cahiers des charges. Avec son Excellence, Monsieur le gouverneur, et toute la délégation qui nous accompagne, nous avons essayé de voir dans un spectre assez large, au-delà des mines, quels sont les types de collaboration que nous pouvons avoir avec la province en vue d'apporter un développement. Donc nous voulons aller au-delà des mines, voir ce qui peut être fait pour tant soit peu contribuer au développement de la province. Le gouverneur Banza Mouloumé Marmo a salué la collaboration de la société MMR qui œuvre dans les Olomami depuis 2007. Il a par ailleurs demandé à la dite société d'œuvrer pour l'intérêt de la population tout en respectant les cahiers des charges. Le mois d'août 2024 n'a pas été de tout repos pour Christelle Mouabilou, directeur général adjoint de l'Office congolais de contrôle. Après ces deux interventions, notamment au challenge DKN du Rassemblement de jeunes patriotes et en salle des conférences du ministère des Affaires étrangères, où elle a partagé son expérience avec les jeunes entrepreneurs du développement du Congo. C'est au tour de l'ordre national des architectes de la République démocratique du Congo, à travers sa commission genre, de la convier à un partage d'expérience. Il s'agit de la 10e édition du matrimoine Liboula. Il faudra noter que investir en l'homme comme en la femme, il n'y a pas beaucoup de différence. Les architectes de la République démocratique du Congo, à travers sa commission genre, a pensé à inviter la DGA de l'OCC à la journée qu'ils ont organisée les vendredis derniers sous les thèmes « Investir dans les matrimoines, c'est investir dans toute une génération ». Au chapiteau du Sultani River à Kitambo, en panéliste, Christelle Mouabilou a axé son intervention sur la question « Quelle et les retours sur l'investissement lorsqu'il s'agit d'investir dans les femmes. » Une référence dans les cadres de l'entrepreneuriat, elle cherche à chaque organisation à permettre à s'imprégner de son parcours et surtout de son expérience. Elle, sur l'effet qu'investir dans l'homme, tout comme dans la femme, revient au même avec une différence. Lorsqu'on investit dans la femme, c'est toute une génération qui est investie. Aujourd'hui, lorsqu'on place une femme à des postes de responsabilité ou lorsqu'on lui confie une charge, elle pensera toujours pour 10 et non pour une personne. Investir en la femme, c'est aussi lui donner les moyens de son autonomie et lui donner un accès équitable à l'éducation, aux soins de santé ainsi qu'aux opportunités économiques. Femme d'État, entrepreneur, patron d'entreprise et gestionnaire des projets, Christelle Mouabilou interpelle les architectes réunis dans la salle à toujours rêver grand. C'est ainsi qu'elle les a incités à apprendre continuellement tout en louant l'esprit d'ingéniosité et de créativité de la jeunesse congolaise qui ne cesse de concevoir des projets de grande envergure. À l'issue de cette rencontre, Christelle Mouabilou a été déclarée personnalité Liboula pour ses services extraordinaires et contributions à la nation congolaise et un certificat des mérites lui a été remis. La cérémonie s'est clôturée par la visite de certains stands où les femmes architectes ont exposé leurs innovations. C'est le week-end dernier que
DNK Challenge a été clôturé avec succès, un événement organisé par DRC Ngimbi Kinkela dans l'objectif de promouvoir l'entrepreneuriat et à soutenir les talents émergents en République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. La grande finale de cette compétition entrepreneuriale a eu lieu le samedi 31 août à la piscine de la concession KG 16e rue Limité Industriel. Détail dans cet élément. Cette finale a réuni les candidats les plus promoteurs ayant présenté les projets innovants devant un jury d'experts et des investisseurs potentiels. C'était également l'occasion de célébrer la réussite et de partager les idées inspirantes sur l'entrepreneuriat. À l'issue de cette finale, le candidat Mazéoulé Mbadissala Joël, porteur du projet Congo Nature, a remporté la cagnotte de 20 millions de francs congolais. Je suis tellement content d'avoir raflé cette cagnotte. Justement, j'aimerais dire, au départ, je ne croyais pas à ça. Je me rappelle même que je m'étais enregistré pour le casting, mais je suis venu le dernier jour et en retard parce que je ne voulais pas participer. Je croyais que c'était des aventures. Mais lorsque je suis arrivé sur place, avec le coaching de Monsieur Chumbu et Madame Selemani, j'ai pu voir clair dans mon projet. Je dis merci à Monsieur Dersingi Mbikinkela pour cette initiative. J'aimerais en tout cas que ça continue avec les autres saisons. Voici mon acte, donc je vais faire de ça mon entreprise et j'engagerai la population quinoise. Vous serez très à l'aise dans notre entreprise et vous consommerez les produits de qualité. Content de la manière dont les choses se sont déroulées, Dersingi Mbikinkela n'a pas manqué des mots. Je suis vraiment content, je suis émerveillé. Nous avons lancé ces projets dans le cadre d'appuyer la vision du chef de l'État dans les premiers axes de son programme quinquennal qui a été lancé pour ce mandat ici, où il parlait de booster l'entrepreneuriat des jeunes. La jeunesse a de l'énergie à donner pour le développement de ces pays. Il suffit juste d'un petit encadrement pour que cet élan-là puisse prendre corps. Soulignons que DNK Challenge édition 2024 a mis en compétition des jeunes entrepreneurs congolais ayant entre 18 et 35 ans habitant à Kinshasa qui ont concouru durant 4 semaines pour le sacre du meilleur d'entre eux sur les critères entrepreneuriaux au travers d'un parcours des différentes étapes qui ont été retenues pour la compétition. Félicitations. Joël Mazéou, cette cagnotte de 20 millions de francs. Félicitations Joël. Ouverture ce mardi 3 septembre à Lubumbashi dans le Haut-Katanga de la réunion organisée par le comité de gestion de la Société nationale des chemins de fer du Congo à l'intention des directeurs de cette entreprise étatique. Ces assises des 6 jours, soit du 3 au 9 septembre en cours, sont organisées sous les thèmes comment booster la production de la CNSS. Autre chose, la dynamique pour la démocratie au Congo, parti politique cher à Jean-Marie Ingelei Photo, a été en session extraordinaire du collège des fondateurs. Au cours de cette cérémonie, il a été question d'élever les options fondamentales sur la marche du pays. Une autopsie sans complaisance des maux qui rongent les pays et entrevoir les pistes de solutions pour sortir le pays du gouffre où il se trouve. Arlette Boutelalo. Il s'agit de l'organe dépositaire des idéaux du parti. Contrairement aux autres formations politiques, ici, c'est cet organe qui est l'autorité morale. Tous les membres composant le collège de fondateurs, deuxième organe en termes d'importance ou de préséance, étaient présents en tenue régulière, abordant fièrement les insignes du parti DDC. Dans son lot des circonstances, le président national Jean-Marie Ingelei Photo fait un diagnostic objectif sur la situation sociopolitique, sécuritaire et économique de la RDC. Pour cet homme politique pétri de valeurs morales, la République démocratique du Congo a trop reculé et a perdu tous ses repères. Pour Ingelei Photo, les conditions des vies sont devenues inacceptables et tout ça exacerbé par le manque manifeste de la volonté politique des dirigeants actuels. Vous savez que notre pays est frappé par une crise multisectorielle, une crise multidimensionnelle et qui demande que les enfants de ces pays se mettent ensemble et trouvent des solutions. Il est clair que nous avons échoué dans tous les domaines.
et que le parti, en tant que parti politique, qui a aussi dans ses missions la formation des citoyens, puisse interroger l'organe compétent pour déterminer des options fondamentales à prendre. Donc nous sommes là, on attend l'analyse de nos sages pour que les décisions claires soient prises. Outre la présentation des membres fondateurs originels et celle de nouveaux membres fondateurs qui seront par la suite cooptés par l'Assemblée plénière du Collège des fondateurs, le président national a remis les attributs du pouvoir au président du bureau de la session. Il s'agissait du marteau pour la conduite des travaux et le drapeau du parti ainsi que les statuts et règlements intérieurs de la DDC. Après la tenue de ses assises, il a repris la parole pour le mot de clôture par lequel il a invité le collège de fondateurs à lever les options fondamentales sur la situation politique actuelle. Saisis, les membres du collège de fondateurs vont se prononcer dans les jours qui suivent. Et puis la Fondation Moïse Kapuku Fomoka en sigle a procédé ce mardi 3 septembre à son siège des Machu Picchu au quartier Mampala de Lubumbashi dans le Haut-Katanga à la distribution des fournitures scolaires aux orphelins. Ces dons est constitué entre autres des sacs, des cahiers, des stylos, des lattes et plusieurs autres objets classiques. Les bénéficiaires de cette assistance ont salué ce geste de générosité de la Fomoka. C'est un mardi que près de 2000 orphelins de la ville de Lubumbashi n'oublieront des sitôt. Ces enfants, souvent défavorisés, vont pouvoir rentrer à l'école sans inquiétude aucune grâce à la fondation Moïse Kapuku Fomoka en sigle. Son initiateur, Maître Moïse Kapuku Kamaseke, a procédé à la distribution des fournitures scolaires constituées essentiellement des cartables estampillés des couleurs de la Fomoka, des cahiers et des stylos. Cette cérémonie grandeur nature, riche en symbolique, a vécu au siège même de cette fondation ce mardi 3 septembre 2024. L'initiateur de cette action à haute portée humanitaire a aussi procédé à la distribution des pagnes aux veuves de la fondation qui porte son nom. Il dit accompagner le vaste projet du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de la gratuité de l'enseignement matérialisé en province par le gouverneur Jacques Kabula Katwe. En tout cas, on est en train d'accompagner le chef de l'État dans la gratuité de l'enseignement. On est là pour appuyer notre gouverneur Jacques Kabula Katwe. Nous sommes derrière lui pour l'accompagner. En plus, nous sommes là avec le docteur en train d'inaugurer notre hôpital polyclinique Moïse Kapuku. Ce geste vient combler un vide dans les cœurs des bénéficiaires qui ont béni les donateurs et parrains de la fondation Moïse Kapuku. Je remercie Papa Moïse Kapuku parce que j'ai eu ces objets classiques. Signalons qu'avant cette action de distribution des fournitures scolaires, la Fomoka avait déjà lancé une campagne d'inscription gratuite dans 2 écoles de la Katuba. C'est notamment au lycée technique Kachaï de Katuba-Kisanga et l'école bénédiction du quartier Jekamine Machipicha. Par ailleurs, le docteur Didier Kalonda a sensibilisé tous les membres de la Fomoka sur l'ouverture prochaine de la polyclinique Moïse Kapuku au quartier Bagdolit qui organisera des naissances gratuites pour toutes les femmes de Lubumbashi. Ceci pour soutenir le vaste projet de la couverture santé universelle prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'international, le pape François est arrivé à Jakarta en Indonésie ce mardi. C'est dans le cadre de sa visite de 12 jours en Asie et au Pacifique. Cette tournée qui débute en Indonésie est le plus grand pays musulman au monde. L'accent sera mis sur le dialogue interreligieux et la coopération régionale. C'est le plus long voyage de son pontificat. Le pape François, âgé de 88 ans, parcourira pendant 12 jours, au total 33 km, en A330 Neo-Dita Airways à travers l'Asie du Sud-Est et l'Océanie, visitant 4 pays. Sa première entame l'Indonésie, le Saint-Père atterrit à l'aéroport de Jakarta, capitale du pays. Une nation à forte majorité musulmane, cette visite est centrée sur les dialogues interreligieux. Un déplacement aux allures de marathon en Asie et Pacifique, le pape François, après avoir été accueilli par des responsables religieux, à sa descente de l'avion, il a pris quelques heures de repos à l'ambassade du Vatican. Sa visite officielle commence ce mercredi avec une rencontre avec le président sortant, Joko Widodo.
Jeudi, une rencontre interreligieuse est prévue en présence des représentants des 6 confessions religieuses officielles dans un pays où les catholiques ne représentent que 3% de la population. Vendredi, le pape argentin poursuivra son déplacement en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Timor oriental, avant de conclure ensuite sa tournée le 13 septembre à Singapour. Après Paul VI en 1970 et Jean-Paul II en 1989, il est le 3e pape à se rendre en Indonésie. Ces voyages, les 45e du pape François à l'étranger, étaient initialement prévus en 2020, mais avaient dû être reportés en raison de la pandémie de Covid-19. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, le nombre de morts a été revu à la hausse. 129 personnes ont perdu la vie. C'est le bilan officiel provisoire dressé par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur à l'issue de la réunion des crises avec les responsables des services de défense et de sécurité. Dans le monde, dialogue interreligieux et coopération régionale, le pape François est arrivé à Jakarta en Indonésie ce mardi. C'est dans le cadre de sa visite de 12 jours en Asie et au Pacifique. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu à temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.